Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 27 octobre. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine et on est parti pour faire notre tour d'horizon de l'actualité économique de cette semaine. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante comprend l'importance cruciale pour chaque investisseur de bien saisir les enjeux de ses choix financiers et pour cela, il est essentiel d'être bien accompagné et de trouver un placement adapté à son projet et à ses besoins. Depuis 2011, Quorum l'Épargne a aidé 120 000 nouveaux épargnants à investir 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne compréhensibles et performants, tout en étant connectés à l'économie réelle. Je précise que ces placements comportent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, déjargonner et vulgariser les principes de l'économie pour rendre l'épargne accessible à tous. Ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, utilisez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant on commence notre tour d'horizon avec le SMIC qui sera officiellement revalorisé à 1 800 € au 1er novembre. C'est donc officiel, le décret a été publié et le montant du SMIC brut horaire progresse de 2% à 11,88 €, soit 1801,80 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. Plus globalement, le nombre de salariés payés au salaire minimum légal a fortement augmenté en France. Dans les chiffres, au 1er janvier 2023, 17,3% des salariés étaient concernés par le SMIC, contre 14,5% un an plus tôt et 12% en 2021. Et en fait, cela résulte de la constante augmentation du SMIC ces dernières années, qui est passé de 1 200 € brut en 2005 à 1 766 € au 1er janvier 2024. Et en fait, cette progression a naturellement pour effet de rattraper année après année ceux qui avaient un salaire légèrement au-dessus du SMIC, ce qui explique donc l'envolée du nombre de personnes étant désormais payées au SMIC. Et en France, le SMIC est le seul salaire indexé sur l'inflation. Il bénéficie donc chaque année d'une hausse mécanique au 1er janvier et des revalorisations interviennent aussi en cours d'année à une condition, c'est-à-dire si l'inflation dépasse les 2% par rapport à son niveau pris en compte lors de la précédente augmentation du salaire minimum légal. Alors le gouvernement peut aussi choisir d'aller au-delà de l'augmentation automatique par un coup de pouce, mais il n'y en a pas eu depuis 2012. Au total, le SMIC a augmenté à 8 reprises depuis janvier 2021, dont 4 fois en cours d'année en raison de l'inflation. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse à la France qui va devoir emprunter plus de 300 milliards d'euros en 2025. Et c'est tout simplement un record après avoir déjà emprunté 270 milliards en 2023 et 285 milliards en 2024. Et ce chiffre de 300 milliards est anticipé par l'agence France Trésor qui est en fait l'organe gestionnaire de la dette de l'État. Alors l'un des premiers objectifs de l'État avec cet emprunt est de rembourser à ses créanciers les emprunts qui arrivent à échéance. En fait, pour faire simple, l'État emprunte de l'argent sur les marchés financiers pour rembourser ceux qui prêtent à la France et on appelle ça dans le milieu faire rouler la dette. Et selon l'agence France Trésor, qui gère donc la dette, cette donnée représentera 174,8 milliards d'euros en 2025. Alors en plus de ce montant colossal, l'État doit aussi financer son déficit pour 2025, qui est pour rappel la différence entre ses recettes et ses dépenses, et ce déficit devrait s'élever à 135,6 milliards d'euros selon l'agence. Donc nous savons d'ores et déjà que ces nouveaux emprunts vont faire gonfler la dette de la France l'année prochaine, qui devrait atteindre l'an prochain 114,7% de la richesse produite en un an dans l'Hexagone, soit 1,8 points de plus qu'en 2024. Et en tout et pour tout, cela représenterait 3 500 milliards d'euros de dette. Mais en plus, ce n'est pas la seule conséquence. Pour la France, cela implique aussi de payer plus d'intérêts, qui sont estimés pour 2025 à 55 milliards d'euros, soit 4 milliards de plus qu'en 2024. Et la charge des intérêts pourrait en 2027 frôler les 70 milliards d'euros à ce rythme, ce qui en ferait donc le premier budget de l'État devant l'éducation nationale. D'ailleurs, maintenant pour la troisième actualité, on s'intéresse aux ministères qui gagnent des fonctionnaires et ceux qui en perdent en 2025. Dans les chiffres, c'est 2200 postes de fonctionnaires qui devraient être supprimés en 2025, sur les quelques 2,5 millions que compte l'État. C'est en tout cas ce que prévoit le projet de loi de finances pour 2025, et l'an prochain, l'éducation nationale est le ministère qui devrait contribuer le plus à l'effort sur les effectifs, avec la suppression de 2000 postes. Mais attention tout de même à l'effet d'optique de ce chiffre, car en fait, il sera le résultat de deux mouvements bien distincts. D'un côté, la suppression de 4030 postes d'enseignants, et d'un autre côté, la création de 2000 postes d'AESH, qui sont les assistants aux élèves handicapés. Et plus globalement pour le gouvernement, ces coupes se justifient au nom de la baisse démographique attendue à 97 000 élèves en moins
moins en septembre de l'année prochaine. Le ministère du Travail vient juste derrière l'Éducation nationale, avec 883 emplois en moins en 2025, dont normalement 500 en moins directement chez France Travail. Le ministère du Budget, traditionnel vivier de réduction d'effectifs, est lui le troisième contributeur avec 505 postes en moins. À l'opposé du spectre, l'armée est elle épargnée avec 630 créations de postes juste devant la justice et ses 619 postes créés, et l'enseignement supérieur et la recherche et ses 294 postes. En revanche, ces chiffres ne sont pas définitifs, ils pourront évoluer lors des discussions parlementaires, je vous tiendrai au courant. Pour la quatrième actualité, on s'intéresse au FMI qui tire la sonnette d'alarme sur l'état budgétaire de la France. En fait, selon le Fonds monétaire international, sans effort supplémentaire, le déficit français pourrait stagner autour des 5,9% les 5 prochaines années, tandis que la dette pourrait culminer à 124,1% du PIB en 2029 et la voie à 112,3% à la fin de cette année. Alors la France a vu son déficit public dépasser largement ses prévisions pour 2024, initialement prévu à 4,4% du PIB, mais qui devrait finalement culminer au-dessus des 6%. Et pour tenter de redresser la barre, le gouvernement a annoncé un effort de 60 milliards d'euros d'économie, dont 40 milliards de réduction de dépenses publiques et 20 milliards d'euros de hausse d'impôts dans son projet de budget pour 2025, actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Mais plusieurs experts jugent les prévisions du gouvernement trop optimistes, à l'instar de l'agence de notation internationale Fitch, qui a dit début octobre prévoir 5,4% de PIB de déficit en 2025, tandis que le gouvernement table sur 5%. Selon le rapport du FMI publié mercredi, citant spécifiquement le cas de la France, je cite, « Dans les économies avancées où la charge fiscale est déjà élevée, les ajustements devraient reposer davantage sur une redéfinition des priorités en matière de dépenses, par exemple par le biais d'un examen général des dépenses, dans le cadre d'une réduction globale des dépenses publiques. » Allez, maintenant pour la dernière actualité, on s'intéresse au nombre d'allocataires de minima sociaux qui continue d'augmenter en France. En fait, il y avait 4,36 millions d'allocataires de minima sociaux en France en 2023, soit une hausse de 0,5% par rapport à 2022. Et cette année-là, 30,6 milliards d'euros ont été versés au titre des minima sociaux, soit 1,2% du PIB de la France. Alors dans le détail, le nombre de bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés a connu sa plus forte croissance annuelle en 12 ans, à plus 4,5%, notamment en raison de l'entrée en vigueur en octobre 2023 d'un nouveau mode de calcul. Et cette réforme a permis à 22 300 personnes en couple de commencer à bénéficier de cette aide sur un total de 1,35 million de personnes. Et en 2023, le montant moyen de cette aide était d'environ 1066 euros par mois. Par ailleurs, le nombre de personnes touchant le minimum vieillesse a augmenté de nouveau en 2023 à plus 4,6% pour atteindre 723 000 personnes. Et cette aide permet d'augmenter le revenu à 1200 euros par mois pour une personne seule en moyenne en 2023. À l'inverse, le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active, plus connu sous le nom de RSA, et qui permet de toucher 635,71 euros par mois, a diminué de 2% en 2023 pour atteindre 1,85 million de personnes touchant le RSA fin 2023. Au total, en incluant les conjoints et les enfants à charge, 6,9 millions de personnes étaient couvertes par les minima sociaux fin 2022, soit une personne sur 10 en France métropolitaine et 3 sur 10 dans les départements et régions d'outre-mer, hors Mayotte. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide énormément à être mieux référencé. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.